France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce lundi 10 décembre, avec cette question du jour. Aujourd'hui, à l'Elysée, les partenaires sociaux, les présidents de l'Assemblée et du Sénat, les associations d'élus ont été conviés aujourd'hui, mais aucun gilet jaune n'était invité. Le président de la République, qui doit s'exprimer, vous le savez, ce soir, saura-t-il convaincre les gilets jaunes? Selon vous répondez oui ou non sur Facebook ainsi que sur Twitter LGF officiel. Facebook France Maghreb 2, bien sûr. L'entretien du LGF pour ce lundi 10 décembre, c'est un sénateur, monsieur Fabien Gay, qui est sénateur de la Seine-Saint-Denis, membre de la commission des affaires économiques, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises, élu le 24 septembre 2017. Le LGF sur France Maghreb 2 avec pour m'accompagner aujourd'hui Hanan Zawani et Mourad Agrebi qui seront avec nous jusque 18h. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Avec aujourd'hui, en ce lundi, Hanan Zawani. Comment va-t-elle, Hanan? Bonjour Christophe, ça va très bien. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors ma chère Hanan, non seulement je t'ai entendu hier me faire des infidélités. Oui, paraît-il. Oui, paraît-il. Oui. Et hier soir, tu étais avec également une autre chroniqueuse du LGF pour une soirée événement. Oui. Bon, on va raconter à nos auditeurs. Que s'est-il Alors passé? effectivement, hier, j'ai été infidèle à Christophe Rowe. Donc j'ai participé à l'émission de Medjahed. Ouais. Donc, entre 16h et 18h. Voilà, une très belle émission. Ça m'étonne pas de lui, hein. C'est vrai? Mais Medjahed, oui, il est comme ça. Bon, en tout cas, il était très sympa et on a pu mener ensemble une belle interview de Tayeb Ould Laroussi, Ouais. qui est directeur de la chaire de Lima. Donc pour cet événement qui a lieu, donc la fête de la langue arabe du vendredi 16 de ce vendredi du vendredi 14 au dimanche 16 septembre. D'accord. Donc, voilà. Et hier soir, que s'est-il passé, Hanan? Alors hier soir, on a été invités, donc Audrey Pronesti et moi-même, à animer un débat donc sur Ouais. un film à genoux les gars. Forcément, ça te dit Oui, quelque forcément. chose. On a reçu son réalisateur. Tout à fait. On a reçu Antoine Desrosières et on a été invités donc à animer ce débat avec les deux actrices principales Ouais. et avec Firmine Richard et également Isabelle Nanty, si je me trompe pas de son prénom, qui est la scénariste, avec un beau public. Ouais. Donc, écoutez, on a parlé de pas mal de choses. Donc moi, la chose que j'ai souhaité, en tout cas le constat que j'ai souhaité mettre en avant, en tout cas l'éveil que j'étais souhaité apporter aux spectateurs qui étaient là, c'était qu'ils se rendent compte que la représentation de l'homme arabe dans le cinéma était souvent négative. Et puis on a abordé également différents sujets, donc la dualité des femmes maghrébines entre autres, qui de par leur culture, de par leur éducation, ont normalement un accès à la sexualité qui doit être régie dans le cadre du mariage. Ouais. Et on se rend compte que comme beaucoup de jeunes femmes en réalité, elles sont aussi poussées par leur désir. Donc on a exprimé différents avis et positions sur la dualité des femmes en général et particulièrement des femmes maghrébines. Très bien. Et donc une belle soirée. Une c'était très sympa. belle soirée, c'était vraiment sympa au studio à Caton au Luxembourg. Ouais. Donc j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller à ce cinéma. On a des films qui sont diffusés qu'on trouve nulle part par ailleurs. Une très belle salle, vraiment. Bon, super. Donc Très beau lieu. t'as passé une bonne soirée. Ah écoutez, j'ai passé une très bonne soirée, oui. Bon, super. Alors, tout à l'heure à 17h, comme tous les lundis, c'est l'entretien du LGF et aujourd'hui c'est un sénateur, oui, un sénateur, c'est monsieur Fabien Gay qui sera avec nous. Sénateur du peuple, on l'appelle Sénateur maintenant. du peuple, ouais, il a fait une vidéo d'ailleurs sur les réseaux qui a bien buzzé, c'était au début de la crise des Gilets jaunes, je crois. Alors c'était même un tout Un petit peu avant où il a dénoncé la crise des Gilets jaunes, tout début novembre. Il a dénoncé les taxes, bien sûr. Et vous le savez, ce soir, le président de la République s'exprime enfin, j'ai envie de dire. Il sort de son silence, il a concerté aujourd'hui, on en reparlera d'ailleurs dans un instant. Et la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron va réussir à convaincre les Gilets jaunes? On vous donnera tout à l'heure quelques éléments sur ce qu'il pourrait dire au travers de différentes fuites de la presse. C'est une intervention qui sera diffusée donc sur les radios et télé ce soir à 20h. Qui sera préenregistré auparavant à l'Elysée dans son bureau aux alentours de 18h, 18h30 pour une diffusion donc à 20h. Est-ce que ce discours nous sortira de la crise de manière définitive ou momentanée ou pas du tout? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et je crois d'ailleurs que sur les réseaux vous êtes
pas trop à y croire, puisque majoritairement vous dites que non, il va pas réussir à convaincre. En tout cas, vous pouvez voter, on vous donnera les résultats dans un instant, sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Ils sont là les réseaux du LGF de l'émission, puis il y a aussi Astar, vous pouvez y aller. Christophe, le grand forum, voilà. Alors, donc, effectivement, les résultats, cher Christophe, sont sans appel. 96% de non. 96% ne croient pas. Voilà. Oui, au discours de Macron ce soir. Donc sur Facebook et sur Twitter, je te dis ça tout de suite. LGF officiel pour les amis Twittos. Écoute, c'est quasiment pareil, 94%. Donc voilà, pas grand monde à y croire. Preuve quand même qu'il y a vraiment une cassure qui s'est opérée entre le chef de l'État et son peuple, et le peuple de France. Visiblement, en tout cas, on croit ce résultat. Vous continuez de voter, en tout cas, des résultats qui risquent d'évoluer. On a un commentaire intéressant, oui. Christophe, de Amine Saha, donc qui réagit à la question du jour et qui nous dit au-delà des gilets jaunes, c'est de l'ensemble des Français dont il s'agit. Avec 80% des Français qui soutiennent la mobilisation, c'est à la nation qu'il doit s'adresser, au regard des revendications légitimes et des attentes fortes. À moins de donner congé à son chef de gouvernement et à changer de cap, la situation risque de perdurer et de l'amener directement à la dissolution. Voilà ce qu'on peut lire. Bon, en tout cas, c'est pas la dissolution du gouvernement qui sera annoncée ce soir. Visiblement, on en est très loin pour l'instant. Quoi qu'il en soit, il devrait annoncer des mesures. On en reparlera donc en détail tout à l'heure. Vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. Certainement, très certainement même, l'un des résultats, des discours les plus importants de son quinquennat. Pour l'heure, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé parce que ça nous a choqué, nous, toute l'équipe du LGF et bien au-delà d'ailleurs. Ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie ce jeudi, je le rappelle, une 154 élèves qui ont été interpellés par la police, qui ont été obligés de se mettre à genoux, mains sur la tête, parfois certains d'entre eux les mains attachées derrière le dos. Des images qui ont été filmées puis relayées sur les réseaux sociaux, ça a évidemment choqué. Du coup, on a appelé une des professeurs du lycée dans lequel ça s'est passé, à proximité en tout cas, le lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Et nous avons contacté Nathalie Coste qui est prof d'histoire géo. Nathalie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors on vous a invité suite à ce qui s'est passé ce jeudi à Mantes-la-Jolie avec ces images qui ont fait le tour de la toile de ces enfants qui ont été mis à genoux, mains sur la tête, parfois certains d'entre eux mains attachées derrière le dos, et tout cela évidemment filmé. Est-ce que c'est considéré, au-delà de vous d'abord, par les enfants comme une humiliation ? Oui, tout à fait. C'est très clairement considéré comme une humiliation gratuite et inutile par les enfants, par les parents, par une grande majorité de collègues, dans la mesure où d'abord la masse d'élèves qui ont été interpellés était évidemment pas significative d'un danger concernant tous les gamins interpellés. Juste avant de vous laisser continuer, je précise que la ministre de la Justice vendredi soir, Nicole Belloubet, parlait de mineurs qui s'apprêtaient à balancer des bouteilles de gaz sur les forces de l'ordre. Non, alors très clairement, il y a vraiment une désinformation, je pense, sur la réalité de ce qui s'est passé, parce que il y a eu 145 gamins, enfin 154 très exactement, qui ont été interpellés. Parmi eux, il y avait très certainement, en effet, des individus qui étaient dangereux, qu'il fallait arrêter. J'en conviens. Dès ce que j'en sais, moi, ils font partie des quelques-uns qui sont déférés. Je vous rappelle que les chiffres qu'on a, c'est 154 interpellés et 28 déférés. Ce qui prouve bien que le delta entre les deux était massivement pas du tout concerné par des actes d'une brutalité extrême. On a eu énormément de gamins qui ont été présents à ce moment-là parce qu'ils étaient dans la rue. Alors pour différentes raisons, on a des gamins qui étaient dans la rue parce que le lycée n'était officiellement pas fermé, mais confiné. Donc ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans l'établissement. On avait des gamins qui étaient dans la rue parce que il y a un mouvement de foule et qu'il y a un climat d'agitation, pour pas dire pire, et que donc quand on a 17 ans, on voit les copains qui courent, oui on court, mais c'est tout. Et puis probablement effectivement quelques gamins qui voulaient un peu en découdre avec la police, mais qui n'étaient pas, de ce que je sais, tous des dangereux émeutiers. Alors l'histoire des bonbonnes de gaz a circulé. Moi j'ai jamais réussi à avoir la preuve formelle que le danger était imminent. Ils ont évidemment mis le feu aux poubelles
il y a eu un feu de voiture. On a vu des photos de bouteilles de gaz, effectivement, qui ont été prises, mais la veille. Donc je ne sais pas ce matin-là ce qu'il en était réellement. Qui a eu la volonté d'interpeller des individus violents qui s'en étaient pris au bien, effectivement, des gens dans la rue, ça je peux le comprendre. En revanche, rien ne justifie la séance d'humiliation collective qui charrie, comme vous l'avez dit, des images et un imaginaire extrêmement brutal et très violent pour nos élèves et pour les parents et pour leurs parents. Qui plus est, quand il a été filmé par vraisemblablement un agent. Oui. Avec le commentaire que vous connaissez tous. Absolument, c'est ça une classe bien sage. C'est ça, donc déjà ça vous dit une idée de la représentation qu'a ce monsieur de l'éducation. C'est en tout cas évidemment pas la nôtre. Nous on élève nos élèves on enseigne à nos élèves dans le respect. On n'est absolument pas laxiste. On est des gens qui cadrons les gamins et qui leur apportons beaucoup, mais avec beaucoup de bienveillance et d'humanisme. Et en aucun cas on ne rêverait de tenir une classe comme ça déjà. Et puis la suite du message est insistante pour les enseignants parce que il faudra montrer ça à leurs profs, ils n'ont jamais vu ça. Comme si on n'arrivait pas nous à travailler dans le calme, etc. Nathalie, quelle a été la réaction du corps professoral dans son ensemble? L'indignation, beaucoup d'émotions, de la tristesse parce qu'on a reconnu des visages d'enfants mineurs qu'on connaît, qui sont pour beaucoup de ceux qu'on a identifiés pour certains de nos élèves qui sont absolument pas des gamins violents. Vous en avez recroisé depuis? Oui, je ne parlais pas plus tard que ce matin avec eux. Je suis indignée parce qu'ils nous ont fait part aussi d'insultes racistes. Pas forcément au moment du regroupement à Mantes d'ailleurs, mais plutôt au moment où ils ont été déférés dans les différents commissariats en garde. Oui. Des paroles vraiment tout à fait insultantes, à caractère raciste sur eux, sur leurs parents. Donc on n'avait évidemment pas besoin de ça, vous imaginez bien, parce que ça fait une semaine qu'on essaye justement de refabriquer du lien, de la confiance, et là c'est très difficile. On aurait voulu mettre le feu aux poudres qu'on s'y serait pas pris autrement. C'est ça. Donc c'est tout à fait irresponsable. Donc il y a une très grande indignation chez les enseignants parce qu'en plus on sait que ceux qui vont être au front pour recoudre ce vivre ensemble républicain, c'est nous. On y met beaucoup d'énergie. Je tiens vraiment à préciser que le lycée Saint-Exupéry, c'est un lycée qui fonctionne bien. C'est un lycée où on est heureux de travailler, où on est heureux d'étudier, qui fabrique énormément de réussite. Il y a beaucoup d'intelligence dans ce lycée. Et vous voyez ce matin, ce qui revenait beaucoup dans la bouche des élèves avec lesquels on a discuté, c'est « mais nous, on ne veut pas perdre notre fierté de notre lycée. Qu'est-ce que ça va être notre dossier pour Parcoursup quand on va voir qu'on vient de Mantes-la-Jolie, regardez l'image que ça fait de nous, c'est pas notre réalité. Notre réalité, c'est qu'on vise des classes prépa, c'est qu'on vise des formations qualifiantes, c'est qu'on vise l'université, c'est qu'on passe des concours, on a une préparation à Sciences Po, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent, qui sont balayées d'un revers de main par ces images terribles qui circulent. Est-ce que les enfants vous ont parlé de ce qui a circulé aussi sur les réseaux, à savoir ces manifestants samedi qui se sont mis à genoux devant les CRS? Oui, ils l'ont fait ce matin d'ailleurs un petit peu. Un certain nombre d'élèves ont souhaité faire ça dans la cour. Et oui, ça leur a fait chaud au cœur. Parce qu'en plus, la très grande majorité là est à la recherche d'une expression et d'une riposte pacifique à cette humiliation, c'est-à-dire que vraiment, nous on les a engagés à écrire, à manifester de façon constructive et réparatrice, parce que ça a pu évoquer chez eux, quoi. Oui, alors, je rappelle que vous êtes prof d'histoire géo au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Est-ce que la direction du lycée a réagi? Oui, alors elle a réagi. Est-ce qu'elle a réagi officiellement à ces images? Non. Oui, non. Non, à ma connaissance, non. Vous savez, la direction de l'établissement elle a un devoir de réserve, donc voilà. Je pense qu'ils ont probablement une appréciation de leur. Nathalie Coste, vraiment une question toute simple et qui amène beaucoup de franchise de votre part, et je n'en doute pas. Est-ce que ce qui s'est passé jeudi peut avoir un effet de contagion, un effet de répercussion dans les quelques jours à venir? Est-ce que vous êtes inquiète, vous, aujourd'hui? C'était très clairement notre crainte. C'était très très clairement notre crainte. Alors il se trouve que moi je connais bien la ville, je suis née,
J'ai grandi au Val-Fouré, j'ai été moi-même élève dans lycée. Oui. Je suis aussi élue municipale à Mantes-la-Jolie, donc d'opposition, mais je suis élue, donc je connais bien le territoire. D'accord. Et vraiment, la crainte, c'était celle-là. J'ai été en lien avec plusieurs personnes pour voir un petit peu comment ça évoluait dans le quartier. Donc il y a effectivement eu ces appels à la vengeance qui ont circulé sur Snapchat, qui nous ont un peu inquiétés pour ce matin. Là, ce midi, je dirais que j'ai pas l'impression qu'on soit dans cette ambiance-là. Maintenant, on peut pas mesurer les traces symboliques profondes que ces images vont laisser, et je peux pas vous dire que ça va pas effriter davantage la confiance dans les institutions, et malheureusement, nous, on est souvent assimilés aux institutions, et donc on va tout faire pour redonner de la dignité à nos élèves. Dernière question, Nathalie Coste, quel serait le mot que vous auriez à dire à ceux qui étaient présents et qui ont fait ça, qui ont filmé ce genre d'images, qui ont projeté ce genre d'images sur les réseaux à 2 jours d'une journée qu'on voulait, une journée de tension, un samedi noir. On a parlé d'un samedi noir. Bien sûr. Je vous dis, soit il y avait délibérément une volonté politique d'aggraver la situation et de déplacer le curseur de la violence sur les banlieues pour pouvoir une fois encore une volonté politique de déplacer le problème sur la banlieue. Oui. Non, la façon de me l'expliquer, c'est ça. Il y a 2 possibilités. Soit c'est ça, mais je crains fort que ça ne soit même pas quelque chose de pensé, et que ce soit de la haine brute et du mépris brut pour les quartiers populaires. Et ça, ça me rend très triste. Voilà, parce qu'il faut vraiment pas connaître ces enfants pour savoir à quel point il peut y avoir de la ressource, et comment n'ont-ils pas pu voir que parmi ces 154 gamins à genoux, eh bien, il y avait des élèves de terminale S qui sont dans des parcours de réussite. Il y avait des gamins qui avaient rien demandé à personne. Je crois qu'ils ont suffisamment d'expérience pour identifier les gens dangereux, et je comprends pas qu'on ait pu faire à ce point cette confusion et en plus la médiatiser, quoi. Et les parents dans tout ça, que disent-ils? Les parents sont très, alors ceux que j'ai pu rencontrer sont très touchés, très humiliés, très tristes, très surpris aussi pour beaucoup, parce qu'ils s'attendaient pas du tout à voir leur môme dans cette situation, et puis en colère contre le fait que l'institution scolaire n'ait pas protégé leurs enfants en laissant les établissements ouverts. Ça, c'est une colère qui s'exprime chez les parents. Nathalie Coste, vous allez essayer de faire office de pansement pour essayer de cicatriser un petit peu tout cela jusqu'aux vacances de Noël, espérant qu'évidemment le calme revienne et que ce genre d'acte, on ne le revoit plus jamais dans un pays qui s'appelle la France, qui était une république. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est la journée des droits de l'homme. Et quand on voit ce genre d'image, on a du mal à croire que ce pays respecte justement ces droits de l'homme. En tout cas, nous, enseignants et humanistes, faisons tout pour qu'au quotidien, ils soient respectés, et on en donne l'exemple du mieux qu'on peut. Merci beaucoup Nathalie Coste. Je rappelle, vous êtes professeur d'histoire géo au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Tristement dans l'actualité depuis jeudi avec ces arrestations, ou plutôt c'est même pas des arrestations, ça rappelle un autre temps, cette manière de faire, de mettre des gamins à genoux. Voilà. Les images sont terribles. Elles sont terribles. Et très en décalage encore une fois que la réalité de notre lycée, qui est un lycée qui a toutes les raisons d'être fier de lui, quoi. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait part de votre indignation. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Non, et à travers vous, donc, l'ensemble des professeurs de ce lycée. Voilà. Une grande partie, Merci beaucoup. Oui, grande partie. Merci beaucoup Nathalie Coste. À bientôt. Incroyable, en tout cas, ce témoignage de cette prof, donc, du côté du lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Vous l'avez entendu, compris, l'indignation générale au sein du corps professoral et des parents, bien entendu, de ce qui s'est passé jeudi. On le rappelle, à Mantes-la-Jolie, ma chère Alan. Et ces images magnifiques, samedi, lors des manifestations à Paris et partout en France, on a eu ces moments où vous avez tous ces gens qui étaient à genoux, main sur la tête, devant les CRS. Et ça ne les a pas empêchés, ces derniers, de les brutaliser. Juste, Christophe, voilà, peut-être une réaction, en tout cas, de parents.
c'est quand même incroyable ce qui s'est passé parce que on nous demande à nous, parents, d'éduquer nos enfants dans le respect du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Ouais. On leur demande effectivement, enfin on nous demande, même si on nous le demande pas, c'est le pacte social qui fait ça, de effectivement leur apprendre à respecter toutes les institutions, même quand on a des égarements de la part des forces de l'ordre, et ben on est toujours attentif à leur dire oui mais c'est pas tout le monde. Mais aujourd'hui en tant que parents, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, à ces enfants de la République, à qui on a appris que liberté, égalité, fraternité, c'était le socle de leur citoyenneté. Aujourd'hui, un enfant qui a 16 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, de par ces images, il est déçu. Il est déçu et il est d'autant plus déçu quand on a un ministre de l'Intérieur qui est aussi représentatif des forces de l'ordre, qui nous dit, écoutez, il n'y a pas eu de blessés, certes, ils étaient très peu de forces de l'ordre sur place, certes, mais pourquoi les mettre à genoux? Pourquoi diffuser ces images? Pourquoi diffuser ce texte? Un policier qui filme et qui diffuse une vidéo où il humilie des enfants, pourquoi est-ce que ça a été diffusé? Voilà, aujourd'hui c'est une question qu'on continue à se poser. On nous parle souvent d'esprit complotiste, mais aujourd'hui je pense qu'on a toute légitimité à se poser la question pourquoi ce policier a mis en ligne cette vidéo sachant pertinemment qu'elle allait être relayée. Et on écoutera tout à l'heure dans le zapping une réaction d'une ancienne candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, et quand on écoute ça, on se dit finalement heureusement qu'elle n'est pas présidente, hein. Bon, elle avait été pas mal dernièrement, elle avait été reçue tu sais sur l'émission de France 2. Oui, elle avait été pas mal. Et bah, crois-moi. En tout cas, là, franchement, elle a vraiment montré son visage et c'est pas brillant. Bon. C'est elle qui déjà en 2007, peut-être avant qu'on passe à la publicité, qui, souviens-toi, Christophe, voulait un encadrement militaire pour les délinquants. Oui. Ce qu'elle est en train de dire, Ségolène Royal, c'est que de toute manière, c'est des jeunes de Mantes-la-Jolie. Ils sont pour elle, je pense, sans m'avancer sur qu'elle peut penser, que dans sa tête, les jeunes de banlieue sont des délinquants et qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. C'est ce qu'elle dit en réalité. C'est ce qu'elle dit, hein. Ouais, non, absolument, c'est ce qu'elle dit. Texto, donc voilà. Alors, on va parler du président Macron parce que c'est ce soir qu'il parle, qu'il va s'exprimer, messieurs dames. C'est le sujet à la une, c'est la question que l'on vous pose. Est-ce que, d'après vous, il va réussir à convaincre les gilets jaunes et bien au-delà des gilets jaunes, le peuple français ce soir au travers d'une allocution, d'un discours enregistré en fin d'après-midi, diffusé ce soir à 20h. Eh bien, avant cette intervention, sachez que il y a eu une grosse réunion autour d'Emmanuel Macron avec le Premier ministre, 12 ministres, les élus locaux, les présidents de l'Assemblée, du Sénat, les syndicats, le patronat aussi, beaucoup de monde donc à l'Élysée aujourd'hui avec un format un peu exceptionnel puisque tous sont reçus en même temps autour de la même table, Hanan, alors que d'habitude on les reçoit un par un, on se concerte. Non, tout le monde était là, donc des interlocuteurs étaient tous là, tous présents, consultation qui était large. À noter, Solidaire a refusé de venir en dénonçant un plan communication. Enfin, 3 organisations patronales, dont je le disais, le MEDEF, la Confédération des petites et moyennes entreprises et l'Union des entreprises de proximité sont aussi présentées tout à l'heure. Tout le monde est sorti après avoir suggéré leurs propositions pour sortir de la crise, bien entendu, leurs revendications, leurs doléances, comme diraient les gilets jaunes. Eh bien, sachez que ils sont sortis et ils ont déclaré que aucune annonce n'avait été faite et que Emmanuel Macron, son Premier ministre et ses 12 ministres ont écouté. À savoir ce qu'il en restera de cette réunion, eh bien écoutez, il faudra peut-être attendre 20h ce soir pour en connaître les discours. Alors qu'est-ce qui pourrait ce soir, Hanan, je crois que tu as relevé quelques infos issues de la presse, qui émanent de la presse, qu'est-ce que le président pourrait annoncer ce soir à 20h? Oui, alors déjà revenir effectivement sur le fait que ça passe ou ça casse pour c'est le discours le plus important de son quinquennat ce soir. Il invite l'opposition à discuter, opposition qu'il n'a eu de cesse de casser, de museler, d'humilier. Alors là, on parle effectivement des partis politiques, mais les syndicats également. Ça fait des années qu'on leur met des bâtons dans les roues. Bon, il fait appel à eux ce matin pour donner un semblant, pour se donner un semblant de démocrate et de personne qui va maintenant discuter. On va écouter son discours ce soir, Christophe. Ce qu'on note
c'est que les citoyens n'y croient absolument pas. Par contre, ce qu'on note aussi, c'est qu'effectivement, il y a des mesures qui ont été avancées, des mesurettes, j'ai envie de dire. Donc une prime exceptionnelle pour les salariés. Souvenez-vous-en, la semaine dernière, on parlait déjà d'avoir des primes qui seraient pas soumises à des charges. Ce qui proposait également la hausse du minimum vieillesse, effectivement, c'est le minimum. Une suppression plus rapide de la taxe d'habitation aurait dû être faite dès le démarrage. Voilà, quelques petites mesurettes. Donc on va attendre ce soir et puis on débattra demain sur ce qui va être dit ou pas dit. Ouais, en tout cas, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à convaincre les gilets jaunes, au-delà des gilets jaunes, les Français, bien sûr, ce soir? C'est possible. C'est tout à fait possible. On a eu encore ce week-end 130 000 personnes, selon les chiffres officiels, qui se sont mobilisées. Ouais. C'est pas. Moi, je suis un petit peu déçue, Christophe. Voilà, je suis un petit peu déçue que le mouvement ne va pas en s'accentuant. Donc, c'est vrai qu'il est stable, que toutes les semaines, on a des personnes qui sont à l'extérieur, qui sont dans la rue, en province, sur Paris. Moi, j'ai quand même un petit peu peur, à vrai dire, Christophe, pas que ça s'essouffle, mais qu'en réalité, avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, que le mouvement commence un tout petit peu à s'éteindre, d'autant plus qu'on a eu 2 porte-paroles qui ont été critiqués, mais qui ont clairement annoncé qu'ils souhaitaient rentrer dans une phase de discussion et que les violences de ces dernières semaines, ça suffit. Alors, d'après Nasser Lajili, qui était sur place pour le LGF, qui vous a d'ailleurs fait vivre ce qui s'est passé, ça fut quand même assez tendu. Lui nous dit que il y avait, selon lui, plus de monde que la semaine dernière dans les rues de Paris. Il y avait une provocation permanente de la DCRS. Ah ben. Et information aussi qu'on peut vous donner, ça a été confirmé par pas mal de témoignages aussi sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de gens ont été empêchés de venir à Paris, depuis Bordeaux notamment, depuis Lille et depuis Toulouse, où des personnes avec le gilet jaune ont été empêchées de monter dans les trains, quand certains d'ailleurs ont été supprimés, donc au travers d'une personne qui s'est filmée, qui a dit voilà pourquoi il y a personne dans mon train, je les ai vus sur le quai, tous les gilets jaunes, alors qu'ils avaient leur ticket entre les mains, n'ont pas pu monter dans le train, car empêchés de se rendre à Paris. Il y avait donc bel et bien une volonté d'empêcher les gens de venir à Paris manifester samedi dernier. Sur la banlieue, on a eu la même chose. Hein, on a eu, genre, je sais plus c'était quel RER, est-ce que c'est le D ou le B, mais qui a été totalement arrêté. Les accès à la gare du Nord fermés, on pouvait accéder que par gare de l'Est. Enfin, tout a été fait, il me semble, pour que les banlieues ne viennent pas sur Paris. Alors, autant on a essayé de voir un petit peu ce qu'il pourrait annoncer, on peut d'ores et déjà vous dire ce qu'il ne dira pas et ce qu'il n'annoncera pas. Pas question en revanche donc à en croire plusieurs membres du gouvernement, ni de donner un coup de pouce au SMIC, ni de revenir sur l'augmentation de la CSG pour les retraités, ni de rétablir l'impôt sur la fortune, malgré les appels en ce sens des Gilets jaunes. Le verdict c'est donc ce soir à 20h. Il pourra pas tenir cette position. C'est soit à un moment il baisse les bras, ou en tout cas il dit oui je vous ai écouté, soit il continue avec son ISF et là je pense que là ça peut être dangereux. En tout cas, sachez, pour finir sur ce sujet, vous pouvez continuer de voter évidemment sur Facebook, France Maghreb 2, LGF officiel sur Twitter, que le ministre de l'économie a révélé les chiffres alarmants pour l'économie française après 3 semaines de conflit. Selon le maire, il a déjà coûté 0,1 point de croissance au pays au 4e trimestre. Il ne sera donc que de 0,2 contre 0,4 précédemment, selon la Banque de France. Et puis voilà pour ce que l'on pouvait dire sur cette intervention que beaucoup attendent, que la France entière attende ce soir à 20h. Et on en parlera justement avec notre invité dans un instant. Il est sénateur, il s'appelle Fabien Gay, il sera avec nous sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec cette question du jour que l'on vous rappelle. On est à 3 heures maintenant du discours attendu, très attendu par les Français. Ce soir, Emmanuel Macron qui doit enfin prendre la parole. Est-ce qu'il va réussir selon vous à convaincre les Gilets jaunes et au-delà les Français? Eh bien, vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'heure, ma chère Hanan, on peut dire que les auditeurs n'y croient pas vraiment. Puisque vous êtes 96% à 94, oui. 94 sur Twitter, 96 sur Facebook. Autrement dit, pas grand monde croit en la capacité
j'allais dire, à cicatriser un petit peu cette tension, cette crise qui s'opère sur notre pays depuis maintenant 3 semaines, et de savoir répondre comme il se doit aux gilets jaunes. Réponse ce soir à 20h, puisque c'est le grand discours, la grande allocution attendue du président de la République, qui a reçu, je le rappelle, tout au long de la journée, des syndicalistes, le président d'ailleurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, une douzaine de ministres étaient présents, le Premier ministre, ainsi que des élus locaux aussi. Et ils sont sortis de cette réunion donc à l'Élysée en disant qu'il n'y avait pas eu d'annonce de fête. Donc Emmanuel Macron probablement réserve ses annonces, si tant est qu'il y en ait, ce soir pour les Français à 20h. C'est beau de rêver. Bah oui, on aime rêver, c'est important. Il est 17h et vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est l'heure de l'entretien du LGF. Ma chère Hanan, cette semaine nous recevons un sénateur. Tout à fait, nous recevons Fabien Gay, donc sénateur de la Seine-Saint-Denis. Donc Fabien Gay, pour vous le présenter, chers auditeurs, chères auditrices, est fils d'ouvrier, de syndicaliste, et à l'âge de 21 ans, il s'engage politiquement en adhérant au mouvement des jeunes communistes. Donc installé sur Paris, il devient aussi le directeur de la Fête de l'Humanité en 2014, conseiller municipal du Blanc-Ménil depuis donc de 2014 aussi. Il est élu depuis septembre 2017, Fabien Gay, donc à la grande surprise de ses parents, qui l'a pas prévenu vraisemblablement. Donc Fabien Gay, qu'on appelle déjà le sénateur du peuple. Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien Gay, bienvenue monsieur le sénateur. Pour nous accompagner aussi Morad Agrebi qui est avec nous. Bonjour Morad. Bonjour. Alors vous n'êtes pas vraiment communiste, vous êtes de Bobigny. Exactement. Et vous êtes d'En Marche, vous. Exactement, je suis animateur local de la République En Marche sur Bobigny. Très bien. Alors, monsieur Gay, monsieur le sénateur, est-ce que le président de la République ce soir va réussir à répondre concrètement aux gilets jaunes d'après vous, monsieur le sénateur ? Bah j'en sais rien, on verra. Je présume pas de ce que vont être les annonces du président de la République. Ce qu'on sait déjà, puisque les ministres nous le répètent en boucle, c'est que pas d'augmentation du SMIC, qui est une des revendications des Gilets jaunes, pas d'augmentation des salaires, d'ouverture de négociations dans un certain nombre de branches professionnelles, ça c'est non. Pas de retour sur la hausse de la CSG, pas de retour sur la suppression des APL, pas de retour sur la suppression de l'ISF. J'ai passé plusieurs jours dans les débats dans l'hémicycle et on a proposé le rétablissement de l'ISF, refusé. On a proposé le rétablissement de l'exit tax, refusé. Donc ils ne souhaitent pas changer de cap. Alors qui a proposé Fabien Gay ? Non, le groupe CRCE, mais comme nous l'avions proposé l'an dernier, on s'était opposé. D'autres partis qui se joignaient à vous ? Opposés. Les socialistes nous ont accompagnés dans cette demande, mais l'an dernier nous étions bien seuls à s'opposer à tout cela, et nous l'avons dit, ça va conduire dans le mur, parce que il y a une fracture sociale dans ce pays qui ne date pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui est puissante depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que il y a une misère sociale qui prospère partout, dans tous les territoires, qu'on soit dans les quartiers populaires, qu'on soit aussi dans les territoires ruraux, qu'on soit dans les outre-mer. Aujourd'hui, il y a une révolte qui gronde à La Réunion. L'an dernier, on a eu la Guyane. Donc ça, c'est profond, c'est un malaise profond dans le pays depuis 20 ans. Le travail ne paie plus, Édouard Philippe l'a dit. Il a raison sur cette question-là, mais il répond de la mauvaise façon. Il dit, je vais vous reprendre du salaire brut pour vous le redonner en net. Les gens pourraient se dire, tant mieux, mais le salaire brut, c'est quoi ? C'est notre sécurité sociale, c'est notre protection sociale. C'est ce qui permet que, quand on a des petits salaires, ça puisse s'équilibrer. Les services publics sont en recul dans un certain nombre de nos territoires. Et donc, à un moment donné, ça explose. Et depuis 18 mois, on y a ajouté à ça le mépris de classe d'un président de la République qui a eu des mots très durs, plus durs encore que Nicolas Sarkozy, qui était détesté notamment dans les quartiers populaires. Et donc ça explose à un moment donné parce que les gens disent l'injustice sociale, ça suffit. On taxe les petits au profit des plus grands. Et alors, si on ajoute à ça le CICE, qui est un véritable scandale, c'est 100 milliards d'euros. C'est pas Emmanuel Macron, c'était le gouvernement socialiste. Mais Emmanuel Macron l'a mis en place quand il était ministre de l'économie. Et là, cette année, on dit ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de donner 20 milliards, on en donne 40 milliards, c'est-à-dire qu'on double. Et donc au bout d'un moment, la marmite sociale, elle explose. Donc il y a les gilets jaunes, mais il y a aussi plein de gens qui luttent. Il y a eu des syndicalistes qui ont lutté depuis 10 ans dans ce pays. Alors effectivement, il y a aussi des colères dans les quartiers populaires qui sont autres
Oui. Aujourd'hui, où on ajoute des questions d'égalité républicaine, de mépris. Tout à l'heure, j'entendais, puisque je suis arrivé ici, les mots très durs. Mais ce que vous avez dit, je le ressens aussi dans ma chair. Ce mépris, cette violence policière, qui est une réalité qui n'a pas commencé aujourd'hui. Mais cette vidéo-là, elle est ressentie par les jeunes des banlieues, mais comme un mépris, de ces gamins insupportable. À genoux, mais bien sûr, à Mantes-la-Jolie, oui. Mais évidemment, et j'entendais juste la fin de l'interview de la professeure. Et donc voilà, vous êtes à un moment donné où tout ça explose. Et donc la droite appelée la semaine dernière à casser les casseurs. Moi je dis qu'il faut casser la misère sociale dans ce pays. Alors en parlant de casser la misère sociale, Fabien Gay, on est effectivement dans un pays où les citoyens dénoncent de plus en plus en réalité la mauvaise répartition des richesses. Donc forcément augmenter le SMIC de 200-300 euros pour arriver à 1400 euros net, 1500 euros net, c'est le minimum en réalité au vu des loyers qui augmentent qu'on puisse pour vivre. Mais par contre, oui, moi je veux bien qu'on augmente ce SMIC de 200-300 euros. J'ai été chef d'entreprise, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, je visite régulièrement des chefs d'entreprise dans tout domaine d'activité. Ils n'ont absolument pas les moyens de payer 200 à 300 euros de SMIC supplémentaire, sachant que pour eux, la charge va être doublée. Donc pour une augmentation de 200 euros, on va avoir à la charge de cet employeur, donc de cette entreprise. Il n'existe pas que des grandes entreprises qui font des bénéfices monstres. La plupart des PME françaises ont quand même beaucoup de mal à survivre. Donc comment doit faire Emmanuel Macron, donc président de la République, qui est là pour défendre les intérêts économiques de son pays, pour permettre à ses citoyens qu'ils aillent mieux? Est-ce que demander aujourd'hui à des entrepreneurs des entreprises d'augmenter le SMIC, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ou pas possible, Fabien Gay? Mais oui, c'est possible. Alors expliquez-nous pourquoi, parce que moi techniquement je ne vois pas. Moi je connais les deux réalités. J'ai été payé longtemps au SMIC. Oui. Et je m'en sortais pas, il a fallu que je reste chez mes parents. Parce que j'avais pas les moyens de me payer un appartement. Donc cette réalité-là, je la connais. Et je l'ai vécue. Et aujourd'hui, y compris, comme beaucoup d'élus communistes, je redonne une grande partie de mes indemnités. Donc j'ai gardé le même salaire que quand j'étais directeur de l'Humanité. Et aujourd'hui, avec 3000 euros, je vis très bien et je suis dans les classes hautes de ce pays. Ça touche combien, sénateur, monsieur le sénateur? 5300 euros. Ouais. J'en redonne 2300. D'accord. Et je vis avec 3000. Au parti. Au parti, oui, bien sûr. Il donne à qui il veut. Mais je le dis, c'est aussi les élus communistes. Et vous avez une enveloppe également, comme à l'Assemblée nationale? Oui, je vais vous donner tous les chiffres si vous voulez. Mais je le dis aussi, c'est qu'on ne devient pas élu pour s'enrichir au Parti communiste français. Ça, c'est une vraie question, elle est fondamentale pour nous. Oui, après, nous avons des frais de mandat, ce que nous appelons. Moi, j'ai été d'accord et ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a mis en place. C'est vrai. C'est que tout soit justifié, et c'est normal parce que c'est de l'argent public, donc c'est fait pour payer l'ensemble des frais que vous avez sur un mois, que ce soit de votre permanence jusqu'à vos frais de restauration, etc., sur ticket et sur validation, et nous serons contrôlés au début janvier sur l'année écoulée, et c'est normal parce que c'est de l'argent public. Donc il faut pouvoir tout justifier. C'est une enveloppe qui fait 5800 euros. Voilà. Et puis après, nous avons des facilités, notamment pour prendre le train, par exemple. Oui. Le train gratuit. Le train gratuit dans le cadre de vos fonctions. Oui. Évidemment, si vous partez. Expliquez-nous, monsieur le sénateur, à quoi sert le Sénat aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression. Moi, monsieur Fabien Gay, il n'a pas répondu à ma question. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour augmenter le SMIC de 200 euros sans mettre dans la panade tout à fait, mais après, les entrepreneurs? Évidemment, et vous avez raison, mais non, mais je donnais ça, et après on débattra, et je veux évacuer aucune question. Donc oui, de l'argent dans ce pays, il en existe. Il en existe beaucoup. Je parlais du CICE. On a donné 100 milliards sur 5 ans aux entreprises. D'abord, on a dit pour créer de l'emploi. C'était 1 million d'emplois qui étaient promis par Pierre Gattaz. Rappelez-vous, il y avait le badge jaune, il disait donnez-nous des aides et vous aurez 1 million d'emplois. Aujourd'hui, le rapport de France Stratégie, il dit que ça a créé 10 000 à 200 000 emplois. Donc cet argent-là qui a été accaparé par des grands groupes et qui n'a pas été notamment aux PME, PMI qui ont touché très peu en réalité de CICE. C'est par exemple Carrefour, c'est 746 millions en 5 ans. Et dans le même temps, tout cet argent-là est parti aux actionnaires. Il aurait été mieux qu'il soit investi pour soutenir nos PME, PMI. Et après l'économie, vous savez, c'est un tube. Donc en fait, quand vous augmentez les salaires, ben en fait, vous faites tourner l'économie.
ça remplit les carnets de commandes des entreprises. C'est un cercle vertueux. Donc en réalité, ça a déjà été fait en France. En 68, on a augmenté le SMIC de 35%. L'économie, non loin de là, elle s'est pas effondrée, elle est repartie. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, si on redonne du pouvoir d'achat, non pas aux milliardaires, à ceux qui s'enrichissent. L'ISF, vous savez, c'était 385 000 ménages. Vous savez combien ils totalisent de capital, ces gens-là? 1028 milliards. On leur a enlevé 4 milliards. Il leur en reste 1024 milliards si on rétablissait l'ISF pour boucler les fins de mois. Ceux qui ont besoin d'argent, ce sont aujourd'hui les smicards. Ceux qui sont payés 1148 € et qui, au 15 du mois, n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à payer les factures. C'est à ces gens-là qu'il faut donner 200 ou 300 €. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas les économiser. Ils vont le réinjecter dans l'économie réelle. Et c'est ça qui va faire le cercle vertueux de l'économie. Et donc, il y a beaucoup d'argent en France. Et d'ailleurs, les gens sont sur cette question-là, les gilets jaunes. Une autre répartition des richesses. C'est ça qu'ils proclament. On est la 6e puissance mondiale. On n'est pas, je dirais, un pays aux abois. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Sauf qu'il est accaparé par une minorité. Alors, c'est ça la réalité. Morad Agrébé. Oui, alors si je peux répondre rapidement, donc j'ai écouté avec attention véritablement votre intervention, Monsieur Gay, qui est pour moi une simple posture politicienne, permettez-moi de vous le dire, où aujourd'hui on voudrait nous faire croire que Emmanuel Macron, qui est en poste seulement depuis 18 mois, est véritablement la cause de tous les maux. Il a commencé son intervention, Fabien Gay, en disant que ça datait de bien avant Macron. Non, mais j'ai écouté également ce que vous avez dit avant de venir, et c'était plutôt la posture qui a été tenue par l'émission. Pas de procès d'attention, cher monsieur. Non, mais pas de souci pour le procès, mais précise, parce que là on a l'impression, je veux bien que tu précises. Continuer, après j'étairai. Oui. J'ose espérer véritablement, et ça je vous pose la question, que votre jugement serait tout aussi sévère sur la situation actuelle du département de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes sénateur élu donc en Seine-Saint-Denis, où il y a un article du Parisien qui est sorti disant que le conseil départemental risquait la faillite. Est-ce que vous avez lu cet article? Oui ou non? Non, mais c'est une simple réponse. Alors, finissez vos notes, vous avez écrit. Non, c'est pas des notes, c'est juste non, des mais éléments. Finissez vos notes. C'est juste des éléments. Écoutez, moi, je suis pas un professionnel de la politique. Comme vous, vous êtes élu. Je ne suis pas élu. Je suis un simple militant actif sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Contrairement à vous. Moi, je suis un militant de terrain. C'est justement ça qui a conduit à ce que je sois. Vous êtes un élu, monsieur. Mais je suis un élu. Mais je suis un militant de terrain, moi. C'est ça ma force. C'est bien ton ambition aussi, Morad, d'être élu. Mais moi, je n'ai jamais réclamé d'être élu. C'est justement parce que j'ai été un militant de terrain et que je le suis encore sur le terrain. Aux dernières nouvelles, toujours est-il qu'un élu, on tient quand même à le préciser, un élu n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, quand on est élu, c'est parce qu'on avait été militant. Dans les mots dans la bouche de Morad, on a pratiquement l'impression de ça. Ah, pas du tout. Allons-y. Pas du tout. Là, c'est encore une fois, c'est un procès d'intention. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors, où on apprenait donc hier via l'article du Parisien qu'il y avait un véritable risque de faillite du département. Juste pour que vos éditeurs comprennent un petit peu, ce département qui a vu le jour le 1er janvier 1968, en application de la loi du 10 janvier 1964, est géré depuis le début, soit par des communistes, soit par une majorité de l'exécutif, comme c'est le cas actuellement, par les communistes. Ça, c'est le premier point. Après, concernant les gilets jaunes, parce qu'on a parlé également des gilets jaunes, il faut entendre cette colère profonde. Moi, c'est ce que je dis véritablement. Il faut l'entendre, cette colère profonde qui remonte de nos territoires. Et je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron l'a entendu. Il va intervenir ce soir. Ouais. Il n'est pas encore intervenu, qu'on lui prête déjà des procès d'intention. Écoutons-le ce soir. Morad, ça fait 3 semaines que ça dure cette histoire. À chaque fois qu'il a pris la parole, c'était pour à chaque fois. Moi, ce que je dis, c'est écoutons-le. Mettre le feu davantage. Donc, excuse-moi, on a quand même des raisons davantage. Ça, c'est encore une fois, c'est votre avis, ce n'est pas du tout le mien. Je pense sincèrement. Quand il parle depuis l'Argentine, Morad, avoue quand même. Il y a eu peut-être des loupés. Des maladresses. Il y a eu peut-être des maladresses, des loupés sur la communication. Mais aujourd'hui, il y a une allocution présidentielle qui va avoir lieu ce soir à 20h. Oui. Il faut l'écouter. Il faut entendre. Bien sûr qu'on va l'écouter. D'émettre un jugement. Oui. Alors, ça c'est véritablement le premier point. Et moi, à titre perso, je le dis, je comprends les revendications des Gilets jaunes. Vous savez, je les vois, je les constate, j'y habite. Je suis un balbinien, habitant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, donc le quartier de l'Abreuvoir, où le salaire médian aussi aux alentours de 8 800 € par mois. Et pardon de vous le dire,
Pardon de vous le... Par an, excusez-moi. Par an. Pardon de vous le dire, excusez-moi, mais je n'ai pas entendu ces 18 derniers mois pour voir la misère sociale chez moi, la paupérisation. Moi, mes voisins, mes amis, je les vois. Je sais qu'ils ont des problématiques pour boucler leur fin de mois. Et aujourd'hui, on va nous dire que cette problématique existe depuis 18 mois. Non, on n'a pas dit ça. Ne t'appuie pas là-dessus, mon cher le problème, c'est que vos notes étaient écrites ça, avant que le débat ait lieu. Mais il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de c'est pas grave. J'ai commencé par vous dire justement que cette situation n'est pas née avec Emmanuel Macron. Oui, j'ai commencé par vous dire ça. Y compris, il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui n'a pas été fait par des députés communistes, qui a été fait par un député les Républicains, un député En Marche, qui ne sont pas de Seine-Saint-Denis, sur les politiques en Seine-Saint-Denis, puisque vous voulez parler Seine-Saint-Denis. Et j'y étais. Voilà. J'y étais, c'était à la Bourse du Travail, la restitution. Tout à fait. Vous avez raison. Et donc, ce rapport, il dit quoi? Il dit que depuis 40 ans, donc gauche et droite réunis, ont abandonné la Seine-Saint-Denis. Et qu'en réalité, sur 3 politiques, en matière de justice, d'éducation et de police, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres faits. En vérité, il y a moins en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Et qu'en fait, c'est une inégalité territoriale. Et on a toujours l'impression que quand on est de Seine-Saint-Denis et quand on parle avec, laissez-moi finir, avec les autres parlementaires et qu'on exige plus de moyens, et les gens disent, bah, regardez, on met des millions, des milliards en Seine-Saint-Denis et ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est faux. Par exemple, prenons la police. Si vous prenez le commissariat de Saint-Denis, et le commissariat du 19e arrondissement à Paris, eh bien, il y a 600 policiers dans le 19e, il y en a 200 à Saint-Denis pour une population quasiment comparable. Donc il est là le problème. C'est qu'en réalité, nous n'exigeons pas 3000 policiers au commissariat de Saint-Denis. Nous exigeons l'égalité républicaine, c'est qu'il y ait au moins 600 policiers comme dans l'autre commissariat. Et donc ces politiques-là, elles n'ont pas commencé avec Emmanuel Macron et personne n'a dit ça. Sauf qu'Emmanuel Macron, depuis 18 mois, a aggravé ces questions-là. Par exemple, vous venez de l'Abreuvoir. Oui. Donc les Balbiniens sont des Françaises et des Français comme les autres. Et donc, et c'est ce que nous voulons faire. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Mais alors aujourd'hui, la politique du logement et la loi Elan qui va casser la construction de logement social alors qu'il y a 2 millions de demandeurs de logements sociaux en France. Elle va toucher aussi les Balbiniens. Votre politique de supprimer les APL 5 €, ça touche aussi les Balbiniens. La question de la hausse de la CSG pour les retraités, qu'on soit Balbinien ou qu'on habite à Blanc-Ménil comme moi ou qu'on habite à Paris, c'est pareil, elle touche pareil. Et sauf que cette politique d'Emmanuel Macron, elle a aggravé ces inégalités. C'est ça qui est en train de sauter. Et je suis désolé de vous le dire, mais vous soutenez Emmanuel Macron et vous en avez tout à fait le droit. Et donc ce soir, moi je ne crois pas qu'il répondra parce que la réalité, c'est qu'il faut changer le cap aujourd'hui. Il y a 3 semaines, peut-être qu'une mesurette aurait calmé, je dirais, cet incendie social. Aujourd'hui, un mois après, c'est fini. Les gens continuent à dire il faut maintenant répondre à une justice sociale. Ils disent quoi sur la question démocratique? Il faut changer les institutions. Moi, ça m'alerte, en tant qu'élu de la République, que 18 mois après une élection présidentielle, des gens défilent dans la rue en demandant la démission du président de la République. Ça doit tous nous alerter. C'est justifié, monsieur le sénateur? C'est justifié le fait de devoir Non, mais moi, je rentre pas là-dedans. Moi, je pose la question, il y a des élections. Non, il y a des élections. Donc moi, je suis un républicain. Mais ça m'alerte, ça m'interpelle, ça m'interroge. Les gens, qu'est-ce qu'ils me disent, moi? Qu'est-ce qu'ils me disent? Monsieur Gay, on veut reprendre notre pouvoir en main. On veut pouvoir décider. On veut pouvoir avoir des référendums populaires, d'initiatives populaires. Donc il faut bien refonder cette République. Le défi qui est devant nous, Emmanuel Macron, il est hautement politique. Il faut avoir une vision de ce que doit être la France dans 20 ans. En fait, il faut refaire un nouveau contrat social qui s'appuie sur 3 piliers. Le pilier. Mais quelle est votre vision à vous, le Parti communiste français? Je suis en train de vous l'expliquer, de développer des argumentaires. Écoutez, vous étiez en responsabilité. Mais où? Notamment en Seine-Saint-Denis, pendant X années, sur des villes. On va parler de Bobigny, on va parler de Blanc-Ménil, on va parler de la Courneuve, on va parler de Stein. J'ai compris que vous vouliez faire le procès de la banlieue rouge, vous l'avez annoncé sur Facebook. Il n'y a pas de problème. On peut le faire et on va le développer. La banlieue rouge, il y a pas de constat. On va refaire. Vous parlez de Bobigny. Sur Bobigny, on est dans une ville de 52 000 habitants avec 73% de logements sociaux. Oui. Écoutez, et vous en voulez encore plus. Moi, quand je discute avec les gens, lorsqu'hier j'étais sur le marché de Bobigny, vous pensez véritablement que leur idéal de vie, c'est de vivre dans un logement social?
Est-ce que vous le pensez véritablement? Je finis. Est-ce que vous pensez pas qu'ils veulent plutôt de l'émancipation? Vous parler de la SNCF, on va en parler, il n'y a pas de problème. Vous êtes représentant, vous êtes sénateur de la Seine-Saint-Denis. Bien sûr. Au bout d'un moment, il faudra peut-être qu'on en discute. Bien sûr. Et prendre en main vos responsabilités. Parce que là, depuis tout comme vous, Morad, pardon, mais tout comme vous. Parce que vous êtes au pouvoir, là, aujourd'hui. À titre personnel, je vous le redis, je ne suis pas au pouvoir. Tu es bien encarté En Marche, Morad, tu peux pas à un moment dire je suis pour En Marche et à un moment je ne suis pas au pouvoir. J'assume totalement le fait d'être pour d'être animateur local et d'être la République en marche sur Bobigny. Au bout d'un moment, il faut que, parce que c'est bien beau d'avoir des postures politiciennes et de crier au loup en disant que Emmanuel Macron aurait aggravé la situation depuis 18 mois. Au bout d'un moment, il faut également que ces messieurs-là, qui représentent une force politique qui est ultra présente, qui a été ultra dominante en Seine-Saint-Denis, pour le résultat qu'on en connaît aujourd'hui, prennent leurs responsabilités et nous disent comment se fait-il qu'aujourd'hui, sur une ville comme Bobigny, le revenu fiscal médian est de 12 000 euros. Dites-le moi, monsieur. Monsieur le sénateur, il répondra dans un instant. Si vous le permettez, on va faire une pause. Oui, on a les pauses. Obligé. Obligatoire, monsieur le sénateur. Et on va continuer cet entretien, bien sûr. On va peut-être un peu quitter la Seine-Saint-Denis parce que je pense que l'urgence est quand même aujourd'hui sur le plan national. Parce que c'est pas la Seine-Saint-Denis qui est sortie depuis 3 semaines, c'est toute la France, d'accord, qu'elle vienne de la France profonde jusqu'à la Seine-Saint-Denis également. Je vous ai dit, Christophe, je vous ai dit que la colère, nous l'entendons. Voilà. Nous l'entendons et je pense qu'Emmanuel Macron l'a comprise. D'ailleurs, moins la Seine-Saint-Denis d'ailleurs. Oui, absolument. À tout de suite sur France Maghreb, de suite de cet entretien avec monsieur le sénateur Fabien Gay qui est avec nous aujourd'hui et Morad Agribi sur France Maghreb 2. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec nos invités dans un instant, l'entretien qui va se poursuivre et cette question du jour que l'on vous rappelle aujourd'hui, Emmanuel Macron qui doit s'exprimer ce soir à 20h pour répondre à cette crise des gilets jaunes, toute cette tension qui est observable de tous depuis 3 semaines maintenant dans ce pays. Il doit répondre donc aux inquiétudes des Français à 20h. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à convaincre les gilets jaunes et au-delà le peuple français? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On poursuit donc cet entretien avec notre invité aujourd'hui, monsieur Fabien Gay, qui est sénateur élu donc en Seine-Saint-Denis pour m'accompagner Hanan Zawani et Morad Agribi qui est militant du côté de Bobigny, encarté En Marche. Alors, on poursuit. Morad, je crois, vous a posé quelques questions avant la pause. Morad, c'est ça, au sénateur, sur comment vous comptez. Tu peux peut-être nous rappeler la question, Morad, que tu as posée avant la pub sur la Seine-Saint-Denis. Je finis sur le climat national et puis après je vous en prie. Je dis un mot avec grand plaisir sur le plan départemental. Moi je pense qu'Emmanuel Macron maintenant n'a plus d'autre choix que de dire qu'il faut inventer un nouveau contrat social, c'est-à-dire un changement de cap complet qui s'appuie sur 3 piliers. Un pilier social, une république sociale, où la question de la répartition des richesses est fondamentale. Depuis 30 ans, il y a 10 points qui sont passés du capital au travail. C'est-à-dire que, je le redis, le travail ne paie plus. Et ça, ce n'est plus possible. Et donc, il faut augmenter le SMIC, ouvrir des négociations sur les salaires et sur les pensions de retraite. Un deuxième pied, une république écologique. Mais vraiment écologique. Pas celle-là qui ferme les petites gares, pas celle-là qui remet des bus Macron qui roulent au diesel sur les autoroutes, pas celle-là qui autorise Total la forêt offshore en Guyane, pas celle-là qui autorise la montagne d'or en Guyane, qui est la plus grande mine d'or qu'on aura jamais vue. Celle qui dit qu'il faut rénover les bâtiments, parce que vous savez, celles et ceux qui sont le plus touchés par la précarité énergétique, c'est les familles populaires. Et donc il n'y aura pas de révolution sociale sans révolution écologique qui touche tous nos modèles. La question des transports, on pourrait parler en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de batailles à mener. Par exemple la rénovation du RER B. Par exemple, on vient de voter un budget qui donne 275 millions au Charles de Gaulle Express, qui va être pour 20 000 touristes par jour à 24 € le ticket. 275 millions dans ce budget-là, dans ce budget d'En Marche. Pas 1 euro pour la rénovation du RER B. J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous pensez pas que pour les presque 1 million d'usagers, moi j'en fais partie quotidiennement, il n'y aurait pas plus besoin de mobiliser cet argent? Refusé. Et par exemple, j'ai posé une question la semaine dernière, vous voulez parler de la Seine-Saint-Denis, est-ce que vous êtes avec nous pour exiger que la ligne 12 du métro parisien enfin arrive à Aubervilliers? Ça fait maintenant 6 ans que les habitants d'Aubervilliers attendent que ce métro arrive. Et on nous explique que pour 2 stations de métro, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes avec nous, par exemple,
pour exiger des moyens pour le Grand Paris Express, pour désenclaver nos territoires. Quand on habite à Clichy et Montfermeil, on est à 10 000 lieues de Paris. C'est-à-dire que c'est une discrimination sociale et territoriale. Et les transports, c'est une des premières questions. Après, vous voulez parler, et dernière chose, une république démocratique. Moi, je crois qu'il y a à revoir et à passer à une 6e république. Les gens en ont assez de voter pour une personne, quelle qu'elle soit. Que ça soit Emmanuel Macron, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Et puis lui dire, on te donne quitus pendant 5 ans, on revoit. Les gens veulent décider, reprendre leur pouvoir en main. Maintenant, sur la Seine-Saint-Denis, on vient de commencer à en évoquer beaucoup de batailles. Vous voulez parler du département, pas de problème. Alors, effectivement, je vais juste prendre la parole peut-être là-dessus. Morad Agribi est virulent sur le sujet et je peux le comprendre. Je suis drancéenne depuis pas très longtemps, mais particulièrement intéressée par ce qui se passe à Bobigny et le rejet de la politique des communistes est unanime. Mais voilà, que ce soit chez En Marche ou par ailleurs. Si on fait le parle de ce qui se passe sur le département, Bobigny. Les élections de 2014 n'ont pas été une franche réussite, pardon de le dire comme cela, pour la gestion communiste. Oui, que ce soit sur Bobigny, que ce soit sur Blanc-Ménil. D'ailleurs, Monsieur Gay est un élu de Blanc-Ménil, mais également que ce soit sur Bagnolet. On voit les scores électoraux. On voit véritablement que cette vision idéologique d'étouffement, après c'est mon point de vue encore, hein, ils ont étouffé le département à coup de vision idéologique, l'idéologie des bars, l'idéologie des cités, l'idéologie du prolétariat. Ce n'est pas véritablement, et je le pense et je le redis avec force, ce n'est pas ce qu'attendent les habitants de Seine-Saint-Denis. Alors il y a autre chose qui est reproché également aux communistes, donc permettez-moi Fabien Guet de vous en parler. Oui. C'est le fait qu'effectivement on a des élus sur Bobigny qui ont fait leur travail et à côté de ça on a eu aussi des militants d'origine maghrébine entre autres et qu'on n'a pas laissé entre guillemets évoluer. En tout cas c'est le sentiment qu'ont ces habitants et ces militants locaux. Bien sûr. Alors, il y a 3 questions. Oui. Je vais en éviter aucune. Merci. Je vais en éviter aucune. Vous parliez de la situation du département de Seine-Saint-Denis qui a été géré très longtemps par des élus communistes et puis depuis 2008 par des élus pendant combien d'années socialistes une trentaine d'années, 35 ans. De 68 à 2008, ça fait 40 ans. Oui, une quarantaine d'années. Ouais. Donc c'est 40 ans de gestion communiste. Et puis depuis 2008, ils n'ont pas tout perdu non plus, hein. Exactement, parce que aujourd'hui en France, il y a encore quelques villes. Hein. Là, on parle de la gestion départementale. Et lorsqu'on actuellement dans la majorité de Monsieur Stéphane Troussel, donc qui est le président PS du département, et ben la majorité est composée d'élus communistes. Il faut le dire également. Donc forcément, ils ne sont peut-être plus au pouvoir de l'exécutif, mais ils sont dans la majorité de l'exécutif depuis la création du département. Il est là le constat. Fabien Gay. Alors, sur ce constat que vous connaissez bien, puisque vous avez été membre du Parti Socialiste. J'ai été mandataire financier. Attendez, parce que rectification, Anan m'a présenté comme étant un ex du Parti Socialiste, qui est faux. J'ai été mandataire financier. Je pensais que tu étais chez le PS. J'ai été mandataire financier en 2015 sur la campagne départementale donc de Fouad Benhamed, qui se présentait sur le canton Bobigny-Noisy-le-Sec, où effectivement j'ai été son mandataire financier. Je n'étais pas adhérent du Parti Socialiste. Rectification faite. Très bien. Voilà, je sais que c'est dur à porter, hein, assumer. Mais j'assume, c'est clairement la chose. De toute façon, tout est vérifiable. Je te taquine, Morad. Monsieur le sénateur. Sur la situation du département de la Seine-Saint-Denis, mais de l'ensemble des collectivités territoriales, il y a un problème qui est croissant et qui n'est pas que de la Seine-Saint-Denis. C'est que depuis maintenant 15 ans, l'État ponctionne des dotations aux collectivités territoriales qui ne leur permettent plus de pouvoir vivre et de pouvoir jouer leur rôle. Parce que le département, c'est quoi? C'est par exemple le RSA. Et en Seine-Saint-Denis, le RSA sur 2 milliards de budget, c'était 435 millions il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça approche les 700 millions. Voilà la réalité. Sauf que, alors, c'est un argument politique. Juste répondre à ce point-là. Sauf que dans vous n'avancez aucun argument. Alors, je vais vous dire clairement. Alors, sur cet argumentaire du RSA, effectivement, la fonction du RSA, qui est une compétence départementale, il y a la partie insertion, donc qui dépend de la compétence du département. Donc effectivement, on peut avoir à un instant T un nombre de personnes qui dépendent du RSA, mais ces personnes-là, on doit les insérer. C'est la mission du département qui n'a pas été faite. Alors moi, je vous pose la question, pourquoi ?
D'accord. J'entends ce que vous me dites, mais essayez de m'entendre aussi. Je vous entends. Et moi, je veux bien discuter politique. Moi, je pense que le débat politique est nécessaire dans le pays. Mais je pense qu'il faut l'élever. Moi, je ne crois pas aux petites phrases, aux coups de buzz, aux coups de com'. Je ne crois pas à BFM TV. Je ne crois pas à celles et ceux qui braillent dans tous les sens et qui disent c'est de l'argumentaire politique et un politique. C'est une attaque personnelle. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis qu'on a besoin d'élever le niveau de débat politique en France. Il faut que, pour des problèmes complexes, on monte en gamme. Et donc, il faut tout poser sur la table. Si vous voulez me faire dire que tout n'a pas été parfait avec une gestion communiste, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va, ça vous détend comme ça. Mais par contre, moi, la réalité, c'est les chiffres. Et la réalité, c'est ce qui a été fait, et pas les proclamations. Quand je vous dis que les collectivités territoriales, depuis 15 ans, mais pas qu'en Seine-Saint-Denis, partout, d'ailleurs c'est pour ça que l'ensemble des élus locaux, dans beaucoup de départements, mènent des bagarres contre l'État pour exiger que les dotations soient versées. Parce qu'autrement, elles ne peuvent plus assurer leur mission régalienne. Et qu'en Seine-Saint-Denis, ça pèse plus fort qu'ailleurs. Parce que quand vous êtes dans un département où il faut donner 700 millions sur la question du RSA, mais qui est une vraie question, et c'est une question d'égalité républicaine, VB, vous êtes de plus en plus mis en difficulté. Et alors pourquoi il y a une gestion communiste qui est, je dirais, atypique? Parce que, y compris dans nos villes, et y compris dans ce que vous appelez la banlieue rouge, on ne s'est jamais limité aux missions régaliennes. Par exemple, prenons une municipalité. Par exemple, je prends Blanc-Ménil pour ce que je connais le mieux, mais qui pourrait faire écho à Bobigny, que vous connaissez bien. Donc Fabien Gay, pour information, chers auditeurs et auditrices, est élu municipal à Blanc-Ménil. Il y a eu, par exemple, des innovations en matière de colonies de vacances. On a permis à des milliers de gamins de partir en colonie de vacances. Et quand on était dans une mairie de droite, ça n'existait pas. Par exemple, prenons les centres municipaux de santé. Vous saviez combien il en existe en France, des centres municipaux de santé, où on vous demande pas d'abord votre carte bleue avant de vous soigner? Combien il en existe en France? 77. J'avais dit 300. Combien ont été construits par des majorités communistes? 71. Voilà, ça c'est une autre réalité. Aujourd'hui, il y en a 3 à Blanc-Ménil et ils sont en train d'être liquidés par la droite locale. Et on pourrait prendre tous des aspects comme ça. Pourquoi on a construit des grands bâtiments? Vous avez dit des bars. Bien sûr, moi j'ai habité en cité très longtemps et je sais les problématiques. Après, à partir des années 80, on a parlé de politique de la ville. Évidemment que c'est une ânerie aujourd'hui à regarder. Mais à une époque, pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y avait des gens qui dormaient dans des bidonvilles et que des terrains ont été construits, donnés pour construire du logement social et répondre à cette urgence sociale. Et les seuls, à l'époque, qui ont répondu à cet appel, notamment de l'abbé Pierre en 54, ce sont les municipalités communistes. C'est ça la véritable question. C'est vrai que 70 ans après, ça crée des dégâts sociaux. Évidemment, et il ne faut pas les éviter, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de programmes, mais je le dis à l'époque, si, par exemple, on avait construit du logement partout, dans toutes les villes, à majorité socialiste ou à cette majorité de droite, peut-être, En Marche n'existait pas à l'époque, peut-être que ça serait différent. Donc ça, il faut pas éviter. Après, vous avez une autre question, je me rappelle plus la dernière. Sur le fait que dans les municipalités, oui. On bloque l'ascension de certains militants, notamment quand ils sont noirs et arabes, disons-le. En tout cas, c'est ce qu'on me rapporte de manière très régulière. J'ai déjà eu beaucoup de ces conversations-là, avec beaucoup de jeunes, notamment à Blanc-Ménil. Je l'entends et je le comprends. Et je le partage. Évidemment, et c'est pour ça que j'ai dit que tout n'a pas été bien fait. Il faut le mesurer. Mais c'est vrai que à un moment donné, moi je crois que la gauche, c'est souvent ce que j'entends, elle est paternaliste. Elle croit que parce qu'on serait issu de la 2e ou 3e génération d'immigration, moi aussi, je le suis, on serait fatalement de gauche. Et on demande d'être intégré. Moi je sais pas ce que ça veut dire intégrer. On est tous français. On n'a pas besoin de s'intégrer. C'est quoi être intégré, rentrer dans une case? Non, on est tous françaises et français. C'est ça la réalité. Et donc, on a cru que tout le monde avait le cœur à gauche. Ben non, les gens ils sont français, françaises. Mais il y en a qui sont de gauche, il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont du centre, il y en a qui sont apolitiques, il y en a qui s'inscrivent dans le mouvement associatif, dans le mouvement syndical. Et je crois qu'à un moment donné, et le Parti communiste a pu faire cette erreur en disant ne vous inquiétez pas, on fait le bonheur de tout le monde, donc on va s'occuper. Mais non, c'est pas ça la réalité. C'est que tout le monde veut avoir un petit coup de pas là, hein.
Mais non, c'est pas un mea culpa, c'est regarder une... Vous savez, moi, je regarde des situations et je les analyse, et après j'y réponds. Bon. Donc je pense qu'à un moment donné, on a fait cette erreur-là. Si vous permettez, on va quitter un petit peu le local. Oui. Parce que... non, c'est pas qu'en Seine-Saint-Denis, mais... c'est partout, et c'est pas que propre au parti. Oui, non, mais d'accord, mais il y a une situation... propre à l'ensemble des partis. Après, en même temps, je pondère ce que je dis, parce que quand même, Myriam Darkaoui, maire d'Aubervilliers. Oui. Non mais, seule maire franco-algérienne elle a pas été élue. D'une ville de plus de 80 000 habitants. Asdine Taibi, maire de Stein, maire communiste. Non mais, voilà. Oui, mais je le pondère aussi. Fabien Guez, ces exemples-là, on est les premiers à les donner, mais on est aussi les premiers à dire attention. C'est pas parce qu'on a un modèle qui a été placé ou élu que en réalité... Non, mais parce qu'on fait des choix, on fait aussi des choix quand il y a des élections qui se mettent en place. On choisit qui est-ce qu'on va mettre en tête de liste. Parce qu'à Stein, on a considéré que le meilleur c'était Aïdine. À Aubervilliers, la meilleure c'était Myriam. Fabien Guez, ce souci-là, on l'a en politique, de se dire bon bah voilà, on a une personne noire et arabe, elle a un bon poste, on l'a dans les médias, on l'a au cinéma, on l'a partout. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Sauf que tu admettras quand même, Anan, que ce qu'a fait La République En Marche, c'est véritablement un renouvellement des visages politiques. Ça c'est vrai. Oui, mais on le dit. Voilà. On le dit quand il y a des choses. Avec notamment beaucoup de personnes issues de l'immigration qui sont actuellement élues. Oui, tout à fait. Il faut le dire. Ouais. On le dit. On le dit. Et je suis le premier à le dire. Par contre, c'est une vraie question et vous avez raison. Ça a permis de renouveler le paysage politique et c'est une bonne chose. Ouais. Et tant mieux. Et il faut que ça continue et que ça soit sur l'ensemble des membres des hémicycles. Par exemple au Sénat, c'est pas le cas aujourd'hui et c'est une vraie réalité. C'est ça qui fait aussi le décalage. Donc ça va prendre du temps. Et moi, sur ça, on peut se rejoindre et on mènera le combat en commun. Mais par contre, je dis, voyez, je suis dans un mode en vous disant, oui, vous avez raison, mais attention, le Parti communiste, c'est pas que ça. Je l'ai entendu. Je peux le partager, mais je dis attention, regardons aussi ce qui a été fait. Peut-être pas assez vite, peut-être pas assez loin, mais il y a aussi eu des avancées. Par contre, oui, il y a des nouvelles têtes qui sont arrivées, par exemple à l'Assemblée nationale. Mais franchement, ce sont tous des libéraux. Ce sont tous des gens qui sortent des start-up. Ce sont tous des jeunes entrepreneurs. Je veux dire, par exemple, ça peut être une bonne chose, moi je vois mais pas par exemple, le fait d'être entrepreneur comme une mauvaise chose. J'en connais beaucoup, notamment ceux de Seine-Saint-Denis, où Sylvie Charrière était principale d'un collège, où Stéphane Testé également, où Patrice Anato, oui, était start-upper, mais c'est 1 sur 3. Donc il ne faut pas dire que la majorité des personnes qui sont actuellement élues ont le même profil. Ils ont le même profil, et notamment ça se voit au gouvernement où on a que des technocrates. Par exemple, une autre question se pose. Est-ce qu'il y a assez d'ouvriers et d'ouvrières dans les hémicycles? Il y en a de moins en moins. De moins en moins. Le Parti communiste a été, pendant très longtemps, toujours le seul à avoir promu des ouvrières. Alors, je finis sur ça. Parce que à une époque où les femmes n'étaient pas élues. Juste après qu'il y ait eu le droit de vote des femmes en 45. Bonjour. En 45. Dès 45, nous avons élu des députés femmes à l'Assemblée nationale. C'est aussi ça le Parti communiste. J'aimerais qu'on quitte, si vous le voulez bien, un instant, parce que la situation est quand même dramatique. Moi, j'ai entendu des mots depuis ces 3 semaines dernières, révolution, insurrection, récupération politique. Est-ce qu'on peut parler de la récupération politique, par exemple, de la France Insoumise ou encore du RN, monsieur le sénateur? Moi, vous savez, ce mouvement, il est apolitique, asyndical, les gens se rassemblent, et c'est tant mieux. Je le dis d'ailleurs, moi je suis assez à l'aise parce qu'ils reprennent beaucoup de nos propositions. D'ailleurs, Marx disait qu'une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Ouais. Donc nous, on a été souvent seuls dans les hémicycles à défendre la hausse du SMIC, le rétablissement de l'ISF. Moi, je suis heureux que beaucoup de gens le reprennent. Après, on a une question. C'est que de toute façon, face à cette crise, il faudra un débouché politique. Donc il va falloir qu'on s'en mêle à un moment donné. Moi, je suis pour qu'on prenne des initiatives politiques. Alors après, il y a des gens qui vous diront toujours, si vous ne faites rien, les politiques, vous faites rien. Et puis quand vous voulez faire des choses, les gens vont vous dire récupération. Ouais. Non, mais en même temps, on parle de récupération politique, mais aujourd'hui c'est bien Emmanuel Macron qui a décidé d'inviter les partis politiques.
Non mais en même temps, ce mouvement Gilets jaunes, il faut être sans langue de bois et très factuel. Véritablement, il y a eu des tentatives de récupération politique. C'est de bonne guerre. Ouais. Oui, par le Rassemblement national. Est-ce que je peux terminer donc, notamment par l'extrême droite et par l'extrême gauche. Sauf que véritablement sur le terrain, les véritables Gilets jaunes sincères qui sont sur les ronds-points n'en voulaient pas. C'est-à-dire qu'on peut effectivement entendre la colère sur Emmanuel Macron, que vous avez décrit, mais il faut pas également se louper. Il faut pas penser que les personnes vont se retourner sur la France insoumise ou sur le Rassemblement national. Tout le monde a la peur, en fait. Parce que désolé d'en revenir en tout cas sur les derniers sur les derniers sondages, cher Morad, ce mouvement profite en premier au Rassemblement national. De quelques points. Le dernier sondage que j'ai lu, donc Odoxa concernant les européennes. Attends, après, on n'a peut-être pas lu le même sondage. Mais le dernier sondage que j'ai lu, donc Odoxa qui est sorti hier ou avant-hier, il profitait à aucune force. Concernant ni l'extrême droite ni l'extrême gauche. Tout le monde a peur. Peut-être sur les questions européennes, mais sur les questions nationales, le sondage profite au Rassemblement national. Monsieur le sénateur. En même temps, je l'ai entendu, apolitique, asyndical, en même temps il y a un discours politique. En toute sincérité, pour vous dire, Fabien Gay, j'y crois pas du tout. Ce que je crois, c'est que effectivement, on a des personnes, on a de toute manière une sensibilité qui est soit de droite, soit de gauche. On a des personnes aujourd'hui, 80% des personnes qui ont été interpellées, c'est important de donner ce chiffre-là, venaient de province. Donc ce qui nous fait dire qu'effectivement ce mouvement est bien ancré en province. En Provence, évidemment qu'on a une conscience politique. Par contre, oui, ils ont été déçus et aujourd'hui, ils se disent de toute manière, n'attendons plus après le Rassemblement national, n'attendons plus même après la France insoumise. Prenons-nous en main. Par contre, ce que dit Fabien Gay, et là, je suis d'accord avec lui, c'est que toutes les revendications qui sont émises sont des revendications qui sont de gauche. Alors pas attendez, je peux juste finir. En tout cas, sur les questions. Alors, je veux bien que tu me répondes sur les questions économiques, hausse du SMIC, etc., c'est des revendications qui sont propres à des. Moi, j'ai lu des revendications. Je peux juste finir parce qu'on m'a coupé. Mais allez-y. En même temps, il y a plein de gens qui veulent dialoguer. Vous dites souvent, c'est en province, mais par exemple, mon ami Sébastien Jumel, qui est député de Seine-Maritime de Dieppe, il a été à l'initiative de plusieurs rendez-vous avec les Gilets jaunes et il a défilé aujourd'hui dans la rue avec eux à Dieppe. Il a été bien reçu. Fabien Roussel, le nouveau secrétaire national du Parti communiste, il était encore samedi avec les Gilets jaunes à Lille et il a été bien reçu. Et j'ai vu aussi, pour être hier un reportage où il y avait une députée macroniste qui est allée au contact. Alors c'était plus compliqué pour elle, évidemment, mais elle était au contact. Ils y sont tous les jours, les députés. Oui, alors ils y sont tous les jours. Les députés En Marche, moi je peux vous dire, je sillonne la France et je vais dans beaucoup de territoires et ils me disent, monsieur le sénateur, on est content de vous voir parce qu'on a que des députés En Marche dans notre département, par exemple en Loire-Atlantique. Ils me disent, on les voit jamais sur le terrain, ils sont déconnectés. Pour Aurélien, Fabien Gay, en tout cas pour Aurélien, excusez-moi, Morad, en tout cas pour Aurélien Taché qu'on va retrouver la semaine prochaine, qui est un député En Marche. Lui, dans un article, expliquait que justement aller beaucoup plus au contact des citoyens, ce qui est normal. Non, tu peux pas dire tous. Il y a beaucoup de gens qui n'osent même plus sortir, ils ont peur. Moi je vais pas faire une généralité comme monsieur le sénateur. Non. En disant que tous les députés macronistes ne vont pas sur le terrain et ne rencontrent pas leur population. Moi je vais vous parler donc encore une fois du local, de la Seine-Saint-Denis, de 3 députés que je connais bien, donc qui sont les 3 élus de Seine-Saint-Denis, qui sont tous les jours, alors à part quand ils sont à l'Assemblée nationale, mais qui sont en contact de leur population. Donc dire cela est une ineptie et que c'est faux. Oui, mais tu prends un exemple de ton département. Nous on est à l'échelle nationale. Pourquoi les ensemble à l'échelle nationale, il y a pas grand monde sur c'est ce que vous dites. Vous avez des chiffres, vous avez des stats, pourquoi les syndicats, les élus locaux et la population disent qu'ils ne les voient pas? Moi j'ai 2 questions à vous poser, monsieur le sénateur, pour terminer, parce que c'est très ça passe très vite, évidemment. La première question, on a appris que le 27 novembre dernier, le Sénat, donc là où vous résidez, vous êtes élu. Non, je réside à Blanc. Non, mais bon, vous y passez quand même beaucoup de temps au Sénat. J'y passe du temps, oui. Aurait apparemment accordé aux grands groupes de télévision et de radio la suppression de 3 taxes, ce qui représenterait la modique somme de 50 millions d'euros, qui ont été donc accordés aux grands groupes de télévision que sont notamment M6 et TF1, et pour la radio RTL, Europe 1 notamment. Vous confirmez ?
Je ne confirme pas ou je n'affirme pas. C'était une information à retrouver dans le Capital. Hein. Ah ben très bien. Le 27 novembre dernier. Ben écoutez, c'était un moment où j'étais pas dans l'hémicycle, où je devais être ailleurs, parce que vous savez, il y a les travaux en commission, il y a les travaux en circonscription. C'est le budget, c'est plutôt les finances. Moi, je suis sur le domaine économique, et pourtant j'y ai passé beaucoup de temps. Écoutez, je vérifierai. On aura un. C'est 3 taxes, hein, pour la. Mais vous savez, le Sénat, vous savez que le Sénat quand même est la majorité de droite. Oui, je sais, bien sûr. Sénatorial. Non, mais c'était pour juste confirmer ou pas si vous aviez l'information. Franchement, je ne l'ai pas. Bon, donc je ne dirai pas de bêtises. La dernière question que j'ai à vous poser, au vu de ce qui va se passer ce soir, donc on attend avec beaucoup d'impatience. Je pense que tous les Français attendent l'intervention du président, qu'il réagisse enfin, j'ai envie de dire, et qu'il réponde peut-être aux attentes de ce mouvement qui est né des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, monsieur le sénateur, au-delà de ce soir, est-ce que c'est un mouvement qui va s'essouffler? Est-ce que c'est un mouvement qui, comme certains le prédisaient, notamment des macronistes, et qui allait faire pchit? Bon, force est de constater qu'ils se sont bel et bien trompés. Est-ce que ce mouvement est amené à perdurer au-delà de ce soir, monsieur le sénateur? Moi, je sais pas, je lis pas dans le mar de café. Par contre, ce que je sais, c'est que la colère sociale, elle est là. Ouais. Et que s'il n'y a pas des annonces, de toute façon, elle continuera. Ouais. Alors, je pense que le gouvernement fait un jeu dangereux. C'est qu'il parie sur les vacances de Noël et de premier de l'an pour que ça s'essouffle. Ouais. Ça, c'est un mauvais calcul. Parce que, évidemment, peut-être, j'en sais rien, peut-être que ça va continuer, peut-être que ça va s'essouffler, mais ça repartira s'ils ne répondent pas aux attentes des populations, ça c'est certain. Merci monsieur le sénateur, ne bougez pas, on conclut dans un instant si vous voulez bien avec un petit zapping auquel je vais vous faire participer tous les trois, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Un petit zapping pour terminer cette émission avec monsieur le sénateur Fabien Gay qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, ainsi que Mourad Agrebi, militant En Marche, bien sûr. Non, c'est un zapping politique, un zapping, vous allez voir, vous allez pouvoir réagir. Jingle. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, évidemment, le meilleur de la télé et de la radio de ce week-end, et il y en a eu des choses. Je vous propose de commencer. Il est par le jingle, Fabien Gay. Il est bien le jingle. Hein. Il est excellent. Je vous propose de commencer ce zapping avec Éric Ciotti, qui n'hésite pas à écouter, à comparer Emmanuel Macron ce matin sur France 2 à Marie-Antoinette. Écoutez. Qu'il change d'attitude, je le redis. Des mesures concrètes, qu'il arrête avec le baratin, les entourloupes. C'est lui-même qui a utilisé ce mot pour désavouer Édouard Philippe. Ça fait un mois qu'en gros il a l'attitude de Marie-Antoinette. Le peuple réclame du pain, il leur dit on va leur donner de la brioche, les mesures sur l'achat des véhicules. Voilà, je sais pas, Éric Ciotti là, il est parti un petit peu en live, non, monsieur le sénateur, quand même, non? Ouais, Marie-Antoinette, quand même. C'est habituel. Hein. C'est habituel chez monsieur Ciotti. Vous voyez, Ciotti. tout à l'heure, je disais, moi je suis des fois affligé du niveau du débat politique en France. Voilà. Morad. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Morad, Ciotti. Éric Ciotti se rapproche, écoutez, il joue son rôle de populiste, et ses positionnements le rapprochent chaque jour un peu plus du Rassemblement National. Hanan, là dans le zapping il y a quelque chose qui va t'intéresser. Oui. Invité hier matin du grand rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews, Ségolène Royal n'a absolument pas été choquée par les images de l'arrestation de ces jeunes mis à genoux à Mantes-la-Jolie, voire même pire. Elle dit que ça leur a fait du bien et qu'ils vont en garder un souvenir. Écoutez ce qu'elle a dit hier matin, je vous assure. Écoutez, c'est du lourd quand même. Au lieu d'être à genoux, on pouvait peut-être être assis, mais enfin bon. Et puis après, j'ai regardé ce qui s'était passé sur Mantes. Et je me suis demandé pourquoi les policiers avaient mis en place cette stratégie assez efficace d'ailleurs, hein, de coincer les jeunes de chaque côté pour qu'ils cessent de faire des exactions dans la rue. C'était quand même terrible. Il y a eu des bonbonnes de gaz jetées dans des bennes à ordures qui auraient pu flamber. Il y a une femme seule qui a été agressée. Il y a eu des voitures incendiées. Enfin, il y a eu un déferlement de sauvagerie. En fait, ces jeunes. Mais parmi ces jeunes, il n'y avait pas que des lycéens d'abord. Hein, il y avait aussi des casseurs. Qui avec une sauvagerie incroyable ont commencé à allumer des feux partout dans Mantes et les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il y a eu
aucun problème. Ces jeunes se sont retrouvés effectivement dans des postures que les plus anciens choquent, ça choque. Mais quand même, soyons un peu efficaces et un peu concrets. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal pour leur redonner un peu le sens des réalités. Donc on était hier dans l'ordre la façon de. On était cette semaine en tout cas, avec ça ces n'a pas images. été fait avec une quelconque atteinte aux procédures judiciaires et juridiques, et ça a été couvert par le parquet. Et c'est une bonne chose de temps en temps de voir qu'on ne laisse pas ces jeunes casseurs faire n'importe quoi et n'importe où et n'importe comment. J'ai envie de dire, première réaction, que c'est plutôt rassurant qu'elle soit pas au pouvoir, Madame Royal, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est honteux, et au-delà du fait que ce soit honteux, c'est inconscient. Moi, j'invite toutes ces mères de famille. C'était 150 élèves, enfin en tout cas 150 jeunes, dont 20 casseurs, d'après les chiffres officiels qui ont été retenus, qui ont été humiliés. Donc j'invite les mères de famille à s'adresser directement à Madame Royal. Ouais. Tout a été dit, on en a parlé tout à l'heure. En 2007, Madame Royal, c'est celle qui préconisait l'encadrement militaire pour les délinquants. Ça leur fait du bien, elle dit. Non, ça leur fait ni du bien ni à eux. Et en réalité, ça ne vient pas qu'écorner l'image de la France, ça vient quasiment la détruire. Monsieur le sénateur, Ségolène Royal. C'est incroyable, j'avais pas entendu, hein, je suis... On en a parlé tout à l'heure, oui. J'ai souhaité commencer sur ça. Bon, ces propos sont affligeants. C'est une humiliation pour ces jeunes. Moi, quoi qu'il arrive, est-ce qu'on est d'accord de dire qu'un jeune de 12 ans, c'est un gamin de 12 ans? Oui. Et qu'on peut pas l'humilier comme ça, qu'il habite Mantes-la-Jolie, Paris, oui. Non, mais à Paris, on l'aurait pas humilié comme ça, mais monsieur non, le sénateur, c'est vous le sûr. savez très bien. Mais d'autant plus, on l'aurait pas fait. Donc c'est une humiliation totale. C'est un mépris des quartiers populaires. Voilà, on parle j'ai pas bien entendu. Excusez-moi, franchement j'avais pas très envie d'écouter ça, mais sauvageon, je sais pas quoi, la racaille. Enfin, bon voilà. C'est ce qu'elle insinuait en tout cas, oui, que ça allait leur faire du bien. Ils vont en garder un bon souvenir. Mais on va en garder un bon souvenir d'avoir été humilié par la police républicaine. Vous en gardez un bon souvenir. Mais c'est incroyable. C'est lié aujourd'hui qu'en France, on contrôle au faciès des gens. Et ces gens-là sont humiliés. Moi, par exemple, je prends le RERB tous les matins. Depuis 6 ans, j'ai jamais été contrôlé par la police. Mon voisin, il s'appelle Nordine. Je lui ai jamais demandé, mais je fais un pari avec vous qu'il a été au moins contrôlé 10 ou 20 fois, et pourtant on fait le même trajet. Donc ça, c'est une réalité, on peut pas le nier. Moi, évidemment, la police républicaine, elle fait son travail, elle le fait très bien dans la très grande majorité des cas, mais il y a une violence aussi qui est sur certains jeunes qui est inadmissible. Vous le disiez tout à l'heure, mais en plus que ça soit la police qui est sorti cette vidéo, oui. Moi ça me coupe le souffle. Si vous voyez, donc ça, un peu de tension, il fallait pas se prendre de mieux. Donc il faut une police républicaine. Elle fait son travail très bien dans la majorité des cas. Souvent dans nos banlieues, elle a peu de moyens. On envoie des jeunes flics en plus. Donc ça, c'est une vraie question. Mais quand on a ces images-là, on peut pas dire que c'est normal. Ça, c'est insupportable. C'est par la faute des politiques et par ce type de position qu'aujourd'hui, on a quasiment un rejet total de l'idée de la police. Mourad, Ségolène Royal, ça te choque ces propos? Il revient, Mourad. D'accord. Écoutez, voilà, je pense qu'on va se terminer en tout cas là-dessus. Pour ce zapping, merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu répondre à nos questions. À très vite. Bien sûr, je rappelle que vous êtes donc sénateur de la Seine-Saint-Denis et que vous êtes également élu du côté de conseiller municipal du Blanc-Mesnil. Je vais reprendre le RERB à 18h, ça va être sympa là. Le RERB à cette heure-ci, oui absolument, ça va être sympa. Dès qu'il a entendu Ségolène Royal, il s'est barré. Non, du tout. Non, j'avais un petit impératif. Je m'excuse de mon absence. Alors juste pour terminer rapidement, Ségolène Royal qui dit c'est pas bien grave finalement ce qui devrait arriver à ces gamins-là, ça va leur laisser un souvenir. Comme ce que je vous ai dit en off. Moi je n'y étais pas, il y a véritablement une enquête qui a été diligentée et puis on attendra les conclusions de l'enquête. Avoir un jugement hâtif sur une affaire que nous ne maîtrisons pas, je pense que c'est beaucoup trop tôt. D'accord, est-ce que tu peux avoir un jugement, Mourad, sur le fait qu'on ait un policier
policier qui ait diffusé ces photos et qui ait humilié 150 jeunes. 150 jeunes qui sont restés à terre, 154 jeunes qui sont restés à terre. Alors, je vais te répondre. Le ministre quasiment de l'Éducation 4 heures. nationale, Monsieur Jean-Michel Blanquer, s'est exprimé en disant que ce n'était pas normal, qu'il avait diligenté une enquête. Donc, laissons la justice. C'est ce que je voulais entendre. Monsieur Blanquer a dit que c'était pas normal. On est d'accord. Non, mais là, on parle de Ségolène Royal. On parle de Royal qui dit c'est pas grave, ça va leur faire une belle leçon. Mais qui est Madame Ségolène Royal aujourd'hui? Eh ben, c'est Madame Royal qui est une ancienne candidate à la présidentielle de 2007. Ancienne ministre. Qui vous a soutenu pendant la campagne. Oui, qui vous a soutenu absolument. Comme beaucoup. Alors comme beaucoup, parce que là, alors comme beaucoup, comme des ex-camarades communistes qui ont été réformeurs, comme Monsieur Robert Hue, comme Monsieur Braouzac, comme l'architecte Monsieur Castro, qui étaient des ex-camarades de Monsieur Gay et qui sont aujourd'hui plus dans le pragmatisme. Bon, Monsieur Robert Hue et Monsieur Braouzac, vous les avez très bien connus. Oui. Monsieur Braouzac qui est voilà. Donc, merci à tous les trois. Merci Morad. Morad, t'es un tueur. Merci beaucoup Morad. En tout cas, le punchline de l'année. Je pense pas. C'est ça, voilà. c'est bon ça. Merci beaucoup Monsieur le sénateur. En tout cas, j'espère qu'on s'éclate aussi bien au Sénat qu'à la radio quand même. Non. Moi, j'ai l'impression que vous vous emmerdez quand même pas mal au Sénat, non? Pourquoi? Bah je sais pas. À chaque fois que je regarde le Sénat parler, on dirait que les mecs ils dorment. On dit souvent d'ailleurs que c'est le palais où il y a les plus anciens qui sont là et qui... Non, ça c'est une caricature. Non, mais je sais pas. On a de plus en plus de jeunes comme vous, Fabien Gay. Regarde, j'ai 34 ans donc je ne dors pas souvent. Oui. Mais est-ce qu'il y en a de plus en plus? Je suis pas connu pour parler doucement. Ouais. Mais pour le coup, ça travaille beaucoup. Il faut aussi redonner. Bon. Vous le disiez tout à l'heure, être élu de la République. Beaucoup de gens le font avec un grand dévouement. Je pense d'abord aux élus locaux et souvent pour peu d'argent quand on est élu local. Et quand on est élu parlementaire, c'est une immense responsabilité. Quel que soit de gauche ou de droite, on le fait avec passion pour défendre ses convictions. Beaucoup de travail, une immense majorité. Évidemment, je compare pas au travail à l'usine, je sais ce que c'est, mais c'est 70 heures, c'est 75 heures par semaine, c'est du travail aussi sur le terrain. Donc voilà, il faut, je sais la caricature qui est faite, mais je peux vous dire qu'au Sénat on travaille autant que l'Assemblée, puisque c'est la deuxième chambre, donc voilà. On a de plus en plus de jeunes. Non, il faut vraiment ça a baissé un peu, mais pas encore assez. Monsieur le sénateur, merci Fabien Gay, merci Morad Agribi, merci Christophe, à très bientôt, cher auditeur. Dans un instant, Medjed pour la suite, et n'oubliez pas, parlons sport ce soir à 20h avec Nordine et Hicham. Il est 18h05, oula, encore super en retard, pardon. Le rappel de l'actualité, Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Réunion terminée à l'Elysée. 4 heures de discussion entre Emmanuel Macron et 37 représentants du patronat et syndicats. Réunion pour tenter de trouver des solutions à la crise des Gilets jaunes. Pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, le président de la République n'a donné aucun élément sur son intervention de ce soir. Le chef de l'État doit s'exprimer depuis l'Elysée. Une allocution retransmise à la télé à 20h. À Guéret, dans la Creuse, des agriculteurs ont manifesté devant la préfecture à l'appel des syndicats FDSEA et de jeunes agriculteurs. Ils ont été rejoints par des gilets jaunes. Les CRS ont essuyé des jets d'œufs et ont répliqué par des gaz lacrymogènes. Cette mobilisation des gilets jaunes a motivé les lycéens. Une centaine de lycées sont actuellement perturbés en France. Une quarantaine d'établissements sont carrément bloqués. Depuis 2 semaines, les lycées manifestent contre la réforme du bac et de l'accès aux études supérieures. La plupart des manifestations se déroulent dans le calme, même si des affrontements ont eu lieu à Vincennes, Nantes, Saint-Étienne ou encore à Valence. À Évreux dans l'Eure, des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants devant le lycée Aristide Briand. Des poubelles ont été incendiées, des voitures ont été endommagées et des vitres d'arrêt de bus ont été brisées. Theresa May a annoncé le report du vote du Parlement britannique sur le Brexit qui devait avoir lieu demain. Le groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim va supprimer 327 postes en France. Le groupe évoque une réorganisation des activités françaises. Le pôle santé humaine sera particulièrement touché. Il s'agit de la saisie de cocaïne la plus importante effectuée sur le territoire national depuis 10 ans. Jeudi dernier, la douane a découvert 1662 kilos de poudre blanche dissimulée dans une cargaison de bois exotique en provenance du Brésil. La Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 70 ans et selon un sondage réalisé par Odoxa, plus des 3/4 des Français interrogés estiment que ces droits ont baissé ou stagné en France depuis 1948. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.